Bonjour, on se retrouve encore pour la suite des explorations des cartes du tarot de la fleur de fougère. On en est donc au 8 d'épée, le 8 d'épine, qui est représenté par la Chauge Vieille. Donc, la Chauge Vieille, c'est vrai que c'est bizarre de se dire, normalement l'image du cauchemar, dans beaucoup de tarots, on la voit plutôt sur le 9 d'épée. Moi, je trouvais justement plus parlant ici d'avoir le cauchemar, donc là, cette paralysie du sommeil, j'en parlerai plus après, en carte 8, et d'avoir cette créature, justement, cette créature-là qui devient de moins en moins apeurante si on arrive à un peu à maîtriser ses peurs et à rester calme. Et je trouvais plus parlant pour moi pour la signification du 8. Et la carte du 9 qu'on voit juste après, Heu, les bornes déplacées me parlaient beaucoup plus, avec cette idée de d'angoisse et de culpabilité, mais plus avec quelque chose qu'on a fait faux. Même si la chose vieille vient quand même elle vient quand même aussi voir les gens quand ils ont pas été à la messe, mais après, à quel point est-ce que, ces histoires ont été un peu détournées, pour faire peur aux gens qui ne voulaient pas aller à la messe, surtout la messe de minuit, à Noël? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça me parlait beaucoup mieux dans ce sens-là. Pour moi, c'était hyper important de la mettre aussi, cette carte-là, dans le tarot. La Jauge vieille, c'est donc cet être qui vient s'asseoir sur la poitrine des gens pendant qu'ils dorment et qui les étouffe. C'est très très lié au phénomène de la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, justement, c'est un phénomène qui est tout à fait explicable et sur lesquels on a fait pas mal de recherches, qui fait que soit quand on s'endort, soit quand on se réveille, il y a un décalage entre le corps et le cerveau. Le cerveau se réveille trop vite. En fait, quand on dort, on a quand même un peu un mécanisme qui fait que notre corps ne peut pas trop bouger. Enfin, on bouge, mais il peut pas non plus commencer à balancer des coups dans tous les sens comme quand on rêve ou comme ça, parce que bah voilà, on bougerait dans tous les sens, ça n'irait pas. Du coup, quand on dort, on a quand même ce mécanisme qui fait que c'est bloqué, et quand on se réveille, le cerveau se réveille, et ça, c'est censé se débloquer en même temps. Et parfois, le cerveau se réveille juste trop vite et on est encore bloqué. Et cette sensation, en fait, ce décalage, ça crée des hallucinations. Des hallucinations qui sont vraiment hyper réalistes. Pour certaines personnes, c'est juste une sensation d'étouffement, de quelque chose qui pèse sur la poitrine. Pour d'autres, un peu plus souvent, ce sera aussi des petites hallucinations auditives. Moi, ça a été des hallucinations vraiment, et j'avais le tout, vraiment. Et depuis que j'étais petite, je ne savais pas que c'était des paralysies du sommeil. Donc pendant très très longtemps, en fait, c'est quelque chose qui m'a complètement terrorisée et marqué mes nuits. À savoir que normalement, tout le monde a un ou deux, je crois que vraiment tout le monde, ça arrive à tout le monde une ou deux fois peut-être dans sa vie d'avoir ce genre de choses. Moi, c'était tout le temps. Vraiment, moi, c'était très 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 souvent et par période à répétition. Donc ça m'avait beaucoup. Enfin, quand j'ai appris l'existence de la paralysie du sommeil, je me suis dit que j'étais pas folle, donc ça m'a déjà changé la vie. Mais quand même, la légende de la chose vieille me parle énormément par rapport à ça. Peut-être que j'en parlerai un peu plus une fois, des paralysies du sommeil si ça intéresse. Mais toujours est-il que ouais, quand j'ai su que ça existait, en fait, l'idée c'est que au fur et à mesure, au début c'est très très terrifiant, et quand on commence à arriver, à identifier qu'on est en train d'expérimenter ça, on peut essayer de se calmer, et plus on se calme, plus vite ça passe. Plus on panique, plus ça dure. Et ça me parlait beaucoup pour ce 8 d'épée, de se dire que c'est un peu quand même nous qui nous mettons dans cet état-là, et que on peut essayer de maîtriser le truc pour faire passer ça plus vite. Et
Et donc voilà, sur la carte, ouais, ouais, j'avais jamais remarqué ça en fait. Euh, elle a les yeux bandés là, puis elle se cache la vue aussi. Donc intéressant. Mais sinon, je vous aurais sûrement reconnu sur la carte ici. J'avais demandé à Vassilissa, enfin j'avais donné comme référence à Vassilissa pour cette carte le fameux tableau. Je sais plus le titre. Mais si vous tapez tableau Chauge vieille, vous allez trouver sur Google vraiment. Ou paralysie du sommeil. Je crois même que en fait c'est le tableau qui illustre l'article Wikipédia sur la paralysie du sommeil. Donc voilà. Euh, Ici, j'ai une légende à lire par rapport à ça. Je crois que ouais, ouais, elle était assez terrifiante. Je crois. Je vais juste la retrouver. J'arrive. Bon, c'est pas la plus terrifiante que j'ai lue, mais quand même. Ça vient de ce bouquin-là. La Chauche vieille. Je me souviens, quand j'étais jeune, d'avoir été prise par la Chauche vieille, comme on disait en patois. Ce qui veut dire la Chauche vieille. Ouais, ils ont marqué un truc en patois, mais je vais pas me risquer à le prononcer. Il y a de ceux qui ne veulent pas y croire, mais moi j'y crois. J'ai été pris peut-être 50 fois. Eh ben dis donc. Moi je pense que c'était plus, mais ça me rassure, je suis pas la seule. Mon père et ma mère ont été pris chacun une fois, mais pas en même temps. Je me rappelle que mon père me disait, sitôt que j'ai pu dire quelque chose, j'ai dit charogne. Il sentait qu'il avait été tenu par quelqu'un. C'est comme ça, on devient toujours un peu enragé. Ça se passe que tout d'un coup, on entend ouvrir la porte et que ça vous arrive dessus. Ça vous fait comme un poids sur le lit et vous ne pouvez plus bouger. Rien. Ni dire un mot, ni ne... Rien, rien, rien. Complètement comme mort. Et puis, on sent la présence, vraiment d'une personnalité. On ne la voit pas, mais on la sent. Ça dure peut-être, je sais pas moi, 20 secondes, une demi-minute, et puis après ça s'évanouit. Mais on sent la présence de quelqu'un qui nous pèse dessus. Ça m'est arrivé aussi cette histoire de chose vieille. Il faut d'abord que je situe un peu. L'appartement dans lequel ça m'est arrivé. Pour accéder, il y avait une petite ruelle très étroite, un peu en pente, et un petit escalier. L'appartement était tout en longueur, avec un petit couloir et une porte qui donnait dans une première chambre, une cuisine au milieu et une seconde chambre derrière. J'avais vécu avec ma sœur, passé une année dans cet appartement, et à ce moment-là, je faisais mon école de sage-femme à Lausanne. Mais j'avais quand même encore mes meubles, ma chambre, dans cet appartement. Un jour, j'étais venue en congé. J'étais arrivée assez tard le soir après mon travail. Le matin, on s'est levé de bonne heure. On s'adorait les deux, alors on s'est levé de bonne heure, on a discuté, on a fait notre toilette, on a pris un bon petit déjeuner ensemble. Et c'était l'heure pour ma sœur de partir au travail. Je l'ai accompagnée à la porte, une bonne vieille porte, avec une bonne grosse serrure. On s'est embrassés et j'ai dit au revoir, à midi, je te ferai le dîner. J'ai bien fermé la porte, avec une bonne grosse clé, et j'ai dit pas de problème, je suis tranquille, je vais aller me recoucher un petit moment. C'est un petit peu tôt, et puis après je vais étudier un peu. Alors comme la chambre de ma sœur était au soleil levant, je me suis mise dans son lit. Elle m'avait dit va dans mon lit, comme ça tu n'as au moins pas besoin de la lumière. L'autre chambre était très sombre. Je suis allée dans son lit. J'étais depuis 2 ou 3 minutes bien couchée, bien tranquille, mais plus réveillée on ne pouvait pas. Quand tout d'un coup, j'ai entendu marcher dans la ruelle. Vite monte les escaliers, très vite. Je me suis dit tiens, voilà ma sœur qui a oublié quelque chose. Elle a peut-être oublié son abonnement de tram, je n'en sais rien. Mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir plus loin. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Si jamais vous aimez pas ces histoires, arrêtez là, parce que c'est vrai que non, elle est quand même Enfin, moi, en tout cas, c'est le genre de truc qui m'aurait effrayé avant. Euh, J'ai entendu la porte s'ouvrir, rentrer, passer le couloir, la cuisine, aller dans l'autre chambre qui normalement était la mienne. C'était donc quelqu'un qui me connaissait bien les lieux. Revenir en arrière, évidemment, puisque je n'y étais pas. Arriver dans la chambre, arriver près du lit, et j'ai été coincée. Vous ne pouvez plus rien bouger, plus respirer, plus bouger un œil, plus rien faire. Vous êtes vraiment comme dans une tenaille des pieds à la tête. Vous ne pouvez plus rien faire, mais vous avez votre connaissance, vous pouvez réfléchir quand même, mais c'est tout, ça s'arrête là. J'entendais respirer, j'entendais qu'il y avait quelqu'un qui était très près de moi,
Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était une femme, parce qu'elle a baissé la tête. Elle avait de grands cheveux qu'elle m'avait alors passé avec un plaisir. Qu'elle m'a alors passé avec un plaisir? Je sais pas. Elle a passé les cheveux sur elle? Mais alors, je vous garantis au moins une dizaine de fois, comme ça. Évidemment, ça me chatouillait, mais impossible de faire quoi que ce soit. Bien sûr, j'étais terrorisée. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'en avais beaucoup entendu parler à la maison, mais ça ne m'était jamais arrivé. Elle m'a passé les cheveux sur la tête un beau moment, et puis après, fini. J'étais de nouveau décoincée. J'ai entendu repartir de la chambre, rouvrir la porte, fermer et descendre l'escalier. Passer la ruelle. Tout va très vite. J'avais vraiment l'impression que ça allait très très vite. Alors là, la peur a commencé à me passer, mais j'avais eu très très peur. J'ai commencé à repenser aux histoires du frère, des parents, toutes ces histoires qu'on avait eues par la maison, et puis je me suis dit, eh bien ça y est, c'est la chose vieille, il n'y a pas de problème. Et puis j'ai dit, eh bien, puisqu'elle a eu tant de plaisir à m'avoir, c'est sûr qu'à mon prochain congé, elle va se refaire un malin plaisir à me reprendre, et elle ne sait pas que je connais un peu les histoires. Alors quand je suis revenue, bien quelques semaines après, exactement la même chose. Ma sœur est partie, 2 ou 3 minutes. J'étais juste recouchée. Tac, ça y est. J'ai entendu remonter la ruelle, l'escalier, ouvrir la porte et venir directement dans la première chambre cette fois. Alors il faut, avant de se faire coincer, réagir. Je savais qu'il fallait prendre quelque chose de tranchant. Soit un couteau, soit un ciseau, soit une lame tranchante. Désolée, je me suis juste arrêtée parce que, en fait, il y en a une de ces histoires qui me terrifie tellement que j'avais peur que ce soit celle-là quand même, mais je crois pas. Hem, soit un ciseau, soit une lame tranchante. Je m'étais préparée parce que je m'y attendais. Je tenais mon couteau, mon ciseau dans la main, et puis quand j'ai entendu que le bruit était très près de moi, alors j'ai donné un grand coup, comme ça. J'ai entendu un cri, et puis elle est repartie plus vite encore qu'elle est arrivée. Et puis ça a été fini. Je n'ai plus jamais, jamais rien aperçu. Mais j'étais très étonnée. J'étais dans un pays mixte, et je croyais toujours que ces histoires n'arrivaient qu'à Fribourg ou en Valais. Je me rappelle plus que cette phrase. Mais oui, Fribourg, c'est toujours connu pour être un peu un pays de sorcellerie, la ville d'où je viens. Euh, et là, en fait, dans la retranscription du livre, ils ont interrogé des gens, en fait, sur les histoires, et ils étaient plusieurs à raconter l'histoire, et quelqu'un lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chauche vieille? C'est difficile à dire, je pense que c'est un secret de grimoire, ou je n'en sais rien, quelque chose comme ça. Que disaient vos parents? Nos parents nous disaient que ça pouvait arriver et qu'il fallait que la personne qui nous faisait ça nous ait vus la veille. Mais moi, je n'ai jamais pu déceler qui c'était. Je me suis tout le temps demandé, ça pourrait être celle-ci, celui-là, mais je n'ai jamais pu déceler quelque chose. Je n'ai jamais fait le rapprochement et pourtant c'était quelqu'un qui connaissait bien où était ma chambre. À ce moment-là, c'était vraiment une histoire de grimoire. Des gens qui nous en voulaient ou qui s'amusaient à nous faire peur, qui prenaient simplement un malin plaisir à embêter les autres. Ça, c'est très possible. Peut-être qu'on ne nous voulait pas vraiment du mal. Ou bien est-ce qu'alors, parce qu'on n'a jamais été de très bons pratiquants, peut-être que c'était un moyen pour essayer de nous faire revenir à des meilleurs sentiments. Je ne sais pas, c'est peut-être une possibilité. Toutes les possibilités sont bonnes. Ça m'est arrivé 2 fois et à ma sœur jamais. Elle a vécu plus longtemps dans cet appartement, mais ça ne lui est jamais arrivé. Il paraît aussi que si on est 2 personnes dans un même lit et qu'on se touche, c'est impossible de vous prendre, de faire ce secret-là. Mais si vous êtes seul et sans défense, sans quelque chose de tranchant sous votre coussin, alors il y a des tas d'histoires comme ça. Pour la petite histoire, moi ça m'était beaucoup, 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 beaucoup arrivé quand je dormais seule. Et en dormant, alors moi j'aime bien quand même avoir mon côté du lit quand je dors. Et du coup c'est rare qu'il y ait un contact, mais quand même, la plupart du temps, si mon copain est là, euh, ça n'arrive pas, mais ça peut quand même arriver quand même, hein. Ça a fonctionné au début. Pendant un bon moment, je me disais, waouh, trop bien. Maintenant, ça m'arrive plus. Quand on dort à deux, c'est cool. Et finalement, non, non, ça se repasse quand même. Mais sur le moment, je me dis que voilà, c'est juste une paralysie du sommeil. Ça s'explique très bien de façon scientifique. Et voilà. J'ai noté des choses un peu en plus par rapport à cette chose vieille. Je crois que j'avais écrit un article sur le sujet, surtout sur l'étymologie en fait de la chose vieille.
Enfin, surtout sur le cauchemar, en fait. Juste en train d'essayer de retrouver l'endroit. Donc on nous dit, dans Canton de Vaud, cette figure de sorcière menaçante n'était autre que l'épouse du bon enfant, soit la femme du Père Noël. Donc il y a un moment où cette chose vieille, elle a été assimilée à la femme du Père Noël et aussi à Tante Harry, en fait. C'est assez étrange. Peut-être, j'imagine un personnage un peu avec une ambivalence comme Saint-Nicolas et le Père Fouettard, peut-être. Et étymologiquement, le terme nous vient de l'ancien français chauchier, qui signifie fouler, presser. Donc voilà, on voit bien le rapport avec cet être qui vient presser sur la poitrine de la personne. Mais aussi du mar, flamand et germanique, remontant très loin dans les croyances et évoquant une sorte de fantôme, de sorcière, d'affreux esprits très redoutés. Sinon, on a justement le fait que souvent le cauchemar est lié à une jument et en anglais nightmare, donc la jument de nuit, parce que mare en anglais c'est la jument, et ça correspond aussi à mar cauchemar et tout se rejoint en fait. Mais il faudrait que je retrouve l'article que j'avais fait là-dessus. Peut-être que je le reposterai une fois, ça faisait longtemps que je l'avais mis sur Instagram. Donc ça peut être cool aussi si je le remets à jour et puis que je parle de ça un peu plus en détail. On verra. On passe au 9 d'épines, d'épée, les bornes déplacées. Donc ici, j'en ai parlé un peu avant, ouais, j'en ai parlé un peu avant de cette idée que j'avais eue, de ces hésitations entre la Chauge Vieille et cette carte-là. Niveau ressemblance entre les deux, bon, ça se passe la nuit, mais au final, il n'y a pas trop d'autres ressemblances. Dans les livres que j'ai à ce sujet, celui qui est le plus adapté, c'est encore une fois Contes et légendes de Fribourg. Page 60, 95, 137 et 190. Ouais, je vais peut-être choisir, sinon on en a pour des plombes. Après, on est là pour ça aussi. Celui-là, il est tout petit et tout court. La ferme de la Buena. Je vais vous raconter l'histoire d'un paysan qui était chargé de borner les terrains de la commune d'Ainay. Il s'appelait en patois le Buenou, c'est-à-dire le borneur, celui qui met les bornes. Or, il avait trouvé bien commode de borner son terrain et de l'agrandir un peu. Il a été puni. Quand il est mort, comme pénitence, le bon Dieu lui a donné l'ordre d'aller remettre la borne là où elle devait être. Il venait ainsi presque chaque nuit à Ainay, en dessus d'Ainay, en portant sa borne et en disant Où vais-je, maître, planter cette borne? Enfin, lassé par la pesanteur de la borne, il l'a lâchée et cette borne est tombée sur un endroit qui s'appelle la Buena, en patois, la borne en français. À cet endroit-là, il y a une très grande ferme, une très belle ferme, qui existe encore et qui porte ce nom de Buena, en souvenir de cette légende. J'avais cherché et je crois que j'ai pas trouvé, je sais pas si elle existe encore, cette ferme, mais bon. Sinon, on a encore une ou deux autres légendes qui vont toujours dans le même sens avec ces bornes. Attendez, celle-là, elle est hyper longue. Je vais voir si une autre. Page 135. Ouais. Un remuant qui avait remué les bornes. Du côté de Montévrat à Oberried, ça c'est en dessous du Cousinbert. Cousinbert, c'est une petite montagne. Toutes les années, le soir de la Chandeleur, trop intéressant, la Chandeleur c'est le 2 février, il y avait une lumière qui se promenait le long de Burgerwald, le long du Cousinbert. Là-bas, les gens étaient intrigués, ils se demandaient ce que c'était. Et puis ils ont pensé. Oui, dans le temps, un paysan de là-haut avait remué des bornes. Vous savez, dans le temps, pareil que c'était assez courant que des clients qui voulaient agrandir leur champ aillent pendant la nuit avec une lanterne. Une année, les jeunes là-haut ont dit, on veut quand même aller voir cette lumière, voir ce que c'est. Mais, fait assez curieux, les gens d'en bas disaient oui, elle est là où vous êtes, cette lumière. Et eux, les jeunes, ne voyaient rien. Ils ont compris que c'était un revenant, que c'était assurément celui qui avait remué les bornes. On appelait cela une âme en peine, qui revenait, soi-disant, pour remettre les choses en ordre.
Alors tout simplement, ils ont décidé de dire une messe pour ce pauvre diable qui avait remué cette borne. Et depuis, il n'y a plus eu de lumière. Vous voyez comment ça peut aller. Ma foi, c'est des choses du vieux temps qui ont été racontées comme ça. Moi, je ne peux pas les changer. Et ben moi, ça me va très bien si vous les changez pas. Et là, j'avais encore, ouais, des bornes déplacées. Et là, dans la dernière, c'était vraiment par rapport... c'est une famille, donc c'est vraiment le père qui revient hanter les enfants pour qu'ils aillent remettre la borne en place. Dans les autres livres que j'ai, on a pas mal de choses justement avec les feux follets. Et je trouve que voilà, les feux follets sont assez liés à cette carte aussi, avec ces âmes en peine en fait. Et elle dit quoi? Les feux follets étaient l'expression de la présence de revenants ou d'esprits malfaisants, le plus souvent dans les cimetières ou les marais. Dans le Jura, les feux follets sont associés à l'image du papillon de nuit à l'orée des bois. Les flammes des feux follets égarent aussi souvent les promeneurs qui tournent en rond jusqu'à l'aurore. Pour s'en sortir, il faut dire: Porte Brandon, et vous, feux follets, ne me faites pas tourner en rond, éteignez-vous et que Saint-Brice vous arrache tout de suite la rate. C'est pas très gentil avec les feux follets, ça. Bref. Sinon, dans le même ordre d'idées, on a, j'en avais parlé quand j'ai parlé de Kretzilan, de la croix de Gillian, de ce prêtre à Grandvillars, à la chapelle de la Doda, qui préfère aller à la chasse aux chamois plutôt que de donner une messe pour le fils d'une dame qui lui avait demandé de le faire, et qui est puni et qui demande à ce qu'on lui dise une messe. Donc ça pourrait aussi aller dans ce ordre d'idée de personne qui s'en veut et qui doit faire réparer quelque chose une fois qu'il est mort. Et Vassili Sage, noté page 72 dans son petit livre. Je crois que c'est une page sur les feux follets. Il y aura peut-être pas grand-chose à raconter. Si, si, quand même. C'est trop trop joli. Ces petits feux follets. Et surtout ceux-là. Je les aime trop. Moi, j'avoue, si je les vois, je les suis. Non, il faut pas. Feux follets. Chaque pays, voire chaque région de ce monde possède sa propre légende sur les feux follets. Le terme le plus générique pour parler de ces esprits est bien feux follets, qui sont souvent décrits comme l'âme d'enfants morts avant d'être baptisés, et qui errent dans la nuit pour tromper, tuer ou aider les voyageurs qui décident de les suivre. Même si la tradition générale veut qu'il en soit ainsi, attardons-nous sur certains d'entre eux. Voilà. Et là, il parle un peu de différents noms des feux follets. Dans les pays de la Loire, c'est les feux belluards, Fanlot en Basse-Normandie, en Angleterre, Ignis Fatuus, en Écosse, les Tensi, je pense, je sais pas comment ça se dit. En Italie, les Candelas ou Fushi Fatui, et en Bretagne, on dit juste les follets apparemment. Une grande famille d'esprits qui sont les follets. On peut citer les Clérous, qui errent la nuit dans toute la Bretagne. Dans le Finistère et Basse-Bretagne, oh non, je peux pas vous prononcer du breton, je sais pas. En plus, je vais en Bretagne dans quelques mois. Il faut pas que, c'est pas comment on peut se tenter quand on entend la façon dont je peux prononcer ça. Mais bref, voilà pour cette carte-là. Donc voilà, tout ce qui concerne les bornes, ces esprits qui reviennent pour essayer de réparer quelque chose qu'ils ont fait faux dans leur vie, et les feux follets. Par extension, j'ai envie de dire aussi les marais, parce que les feux follets sont souvent liés aux marais. Donc voilà pour la carte des bornes déplacées. On continue avec le 10 d'épée, 10 d'épines, donc la malédiction des primes verts. Là, je voulais vraiment mettre une histoire aussi dans le tarot avec une personne qui se fait perdre par des êtres féeriques, comme c'est aussi un motif qui revient très souvent. Dans la comparaison des deux cartes, ben, on a deux personnes qui se retrouvent couchées dans une bien mauvaise position. Et pour vous en parler un peu plus, j'avais noté dans le livre de Aurélie Russer-Elzingre, dans sa thèse, elle parle d'un homme qui se retrouve pris par hasard dans le sabbat et qui va utiliser un onguent qu'il trouve par terre en se réveillant. Donc il se fait prendre dans le sabbat, il se réveille, il trouve un onguent par terre,
Il se rappelle d'une formule pour y aller, mais c'est pas tout à fait la bonne. Et il dit quelque chose, enfin, en général, c'est dans la plupart des légendes du même genre, s'il y en a quelques-unes qui se ressemblent, on dit à travers, je sais pas, au-dessous des nuages, au-dessus des ronces, ce genre de choses. Et là, en fait, il se retrouve transporté, mais à travers les ronces et les étangs. Donc, il arrive vraiment après, il en ressort vraiment en lambeaux, vraiment avec les habits, la peau toute déchiquetée par les ronces. Donc, ça donne une idée de, enfin, on revoit cette idée de faire quelque chose de fou et de se faire perdre ou égarer, légèrement malmené. Une autre histoire, c'était avec des jeunes filles qui se moquaient d'une sorcière et la sorcière les fait se perdre au milieu d'une haie d'épines et qu'elles arrivent plus en fait à ouvrir les portails du pâturage, elles se perdent jusqu'au matin sans arriver à retrouver leur chemin. Là aussi, en général, dans les histoires, c'est de nuit et ça prend fin au matin. J'ai noté page 90 dans le fameux livre des contes et légendes de Fribourg. Je pense que c'est quelqu'un qui se perd. Ou... Euh... Pourquoi page 90? Page 90, il n'y a rien qui commence page 90. Je reviens. Je vais éclaircir ça. Bon, bah, j'ai pas retrouvé. Mais j'en ai des autres. Euh, Dans le livre Inviter des fées dans votre jardin de Richard Ellie, on a sur les bruyères euh, un endroit où on dit que un homme s'était perdu dans les bruyères, il errant toute la nuit, et qu'en fait c'est en posant le pied dans les bruyères après le crépuscule qu'il s'est fait complètement perdre dans, dans la nuit. Et sinon, ben, pour la légende, justement, sur les primes verts, ça vient aussi de ce livre-là. Euh, donc ouais, c'est vraiment l'histoire du livret. Peut-être que je l'ai un tout petit peu remanié, je crois. Mais, euh, mais ça reste dans le même ordre d'idée. Et Vassilissa, dans son livre à elle, nous parle de l'herbe qui égare, ou encore l'herbe qui perd. Et là, elle nous dit qu'il n'y a pas vraiment de plantes définies dans cette légende-là. Elle appelle ça la tourmentine. Et en fait, ouais, dès qu'on marche dessus, on se retrouverait égaré par les fées. Moi, ça me fait beaucoup penser au Gilles Grey. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est une boisson qui se faisait en Bretagne à base de Datura Stramonium. Donc, ne testez pas ça chez vous. Et si on buvait ça, en fait, ça se buvait souvent chez des gens qui l'ouvraient un peu à l'insu des personnes qui étaient invitées chez elles. Et les personnes après n'arrivaient pas à rentrer chez elles. Il y avait un truc où ils arrivaient plus à passer les seuils, les portails, ou alors... euh, faudrait que je retrouve le, le truc, les textes exacts, mais ça se trouve facilement sur internet si ça vous intéresse. Donc pour lier cette carte à du folklore de chez vous, ben les primes verts et toutes les légendes où quelqu'un se fait perdre ou transporter au loin. On peut passer au Wolf de paille, la carte que personne n'arrive à prononcer. Donc c'est le valet d'épée, valet d'épine ici. Euh, pour trouver l'idée, j'avais envie ben, de quelque chose qui avait un lien avec l'élocution, avec la magie des mots, la stratégie. Donc quand j'étais tombée sur cette histoire du Wolf, ça matchait très bien avec ça. Euh, j'ai entendu parler de ce Wolf de paille dans le livre de Richard Folkard qui est Plant Lore, Legends and Lyrics. Donc c'est tout des choses qui sont des contes, légendes et des paroles de chansons liées à des plantes. Et il nous dit, donc là je l'ai traduit en français pour pouvoir vous le dire un peu plus facilement que si je dois vous le traduire directement.
En Allemagne, de nombreux démons sont reconnus comme habitant les arbres et selon le professeur Mannhardt, des troupes entières d'émissaires du diable sont censés hanter les champs et se tapir parmi les cultures de blé et de légumes. Parmi les membres les plus remarquables de cette légion satanique figurent. Et là, on a toute une liste vraiment très longue, dont le Kartoffelwolf ou loup de la pomme de terre. Si vous avez envie, vous pouvez l'appeler comme ça si c'est plus simple. Le loup de la pomme de terre, ça le rend aussi un peu moins effrayant. Sinon, on a aussi un espèce de gobelin des arbres, une truie de la gerbe de blé, un démon qui infeste les champs au mois d'avril, le loup de l'orge, un esprit hantant les pâturages. Donc là, vraiment, c'est tout, en fait, des esprits qui concernent les cultures. Et ces figures-là, c'est tout le temps des esprits agraires, donc liés aux récoltes, plus que des démons, vraiment. Et ben, pour lier cette carte à d'autres légendes, ben, tout ce qui va concerner les loups ou alors ces esprits qui sont liés aux champs, aux récoltes, ou alors à la limite à la magie des mots aussi, ça peut aussi aller. On passe au Duse, donc la carte du chevalier d'épine, chevalier d'épée dans le tarot dans le Rider-Waite-Smith. Au niveau comparaison, ben, ils ont tous les deux une épée ou une épine dans la main. Donc, on pourrait noter ça. Pour vous lire quelque chose par rapport à lui, ça vient de ce grand livre, encore une fois, c'est le grand livre des esprits de la nature, qui est effectivement très grand. Et sur les dues, je sais pas si j'arrive à vous montrer l'image du livre. Je vais essayer de pas. Voilà, je voulais pas tout faire tomber, j'ai tout fait tomber. Euh, Ça, c'est l'image qu'il y a dans le livre. Donc, assez, assez ressemblant à ce que Vasilissa a pu faire, enfin dans le même ordre d'idée. Et donc, il nous dit les Duzes, Dusiens, Dusius, Dusi sont des esprits autrefois vénérés par les Celtes gaulois. Ils font partie de la grande famille des Velus et des Pilosi. Ce sont principalement des gardiens de la haie, et par conséquent de précieux alliés contre les voleurs et les esprits mauvais qui tenteraient de s'introduire dans les domaines qu'ils surveillent. C'est dire leur importance pour défendre nos chaumières contre toute intrusion. Qu'importe le maraudeur, les dieux sauront le recevoir à leur façon. Et après, il nous explique qu'aujourd'hui, les dieux souffrent un peu du manque de haies, vu qu'on a tendance à enlever toutes les haies qui existent. Il le décrit comme combatif, hargneux, colérique. Euh, ouais. Donc voilà pour le duse. Pour le lier à quelque chose de chez vous, ben, des, je sais pas si les dieux se retrouvent vraiment partout, mais sinon tous les gardiens, esprits gardiens de la maison peuvent matcher un peu à cette carte, je pense. On passe à la reine d'épines, reine d'épée, qui est ici le faucon cresserelle. J'étais très contente de le mettre dans le tarot parce que c'est un oiseau très important pour moi, on manipule beaucoup pour le suivi avec le groupe Ornitho dont on fait partie et dont je parle parfois et qui m'inspire beaucoup. C'était important pour moi aussi de mettre un rapace pour cette carte-là. On n'a pas vraiment de ressemblance entre les deux cartes. Peut-être, peut-être que l'oiseau là, dans le ciel, peut-être que c'est un faucon cresserelle, on ne sait pas. Euh, pour des textes, j'ai pas grand-chose au niveau folklore sur le faucon cresserelle. Tout ce que j'ai à vous lire, ça vient de ce livre-là, Le Faucon de l'Espoir, qui a été écrit par un monsieur qui a beaucoup œuvré pour le retour du faucon cresserelle dans nos campagnes par ici, bah, dans la région et dans tout le canton de Vaud, voire Fribourg, en posant beaucoup de nichoirs et voilà, en faisant tout pour faire revenir cet oiseau qui avait presque disparu en fait de nos régions. Et maintenant, en fait, je le vois. En été, je le vois le soir maintenant depuis ma véranda, je l'entends quand il arrive et on le croise très régulièrement dans le village. Donc, euh, donc voilà. L'introduction du livre parle. C'est assez joliment écrit, je trouve, donc je vais vous la lire.
Les rapaces fascinent. Leur aspect farouche, leur vue perçante, leur prouesse aérienne et leur faculté de chasseur ont de tout temps intrigué l'être humain. Parmi ces oiseaux, le faucon cresserelle, comme l'effraie des clochers, s'est adapté à la présence de l'homme. Il a adopté ses constructions pour s'y abriter et élever sa progéniture. Certes moins convoité que son grand cousin le faucon pèlerin, le cresserelle n'a pourtant rien à lui envier. La délicatesse de son plumage n'a pas d'égal et son habileté pour fondre sur sa proie à grande vitesse, sans s'écraser au sol, est remarquable. En côtoyant le petit rapace, le photographe animalier en apprend toutes les subtilités. Et il y avait un autre passage que je trouvais sympa par rapport à cette carte-là. C'est un passage qui parle du vol en Saint-Esprit. Je vais vous le lire, mais je vous montre la photo avant. Hop, voilà. Comme suspendu par un fil invisible, que déployé et battement rapide des ailes tel un colibri ou une libellule, le faucon cresserelle pratique un vol stationnaire caractéristique dit en Saint-Esprit. Tête vers le bas et yeux rivés au sol, il fait du surplace en scrutant champs et pâturages à la recherche d'une proie. Cette manière de chasser, très coûteuse en énergie, est surtout pratiquée de manière intensive lorsque les deux adultes nourrissent leur progéniture qui quémande. Voilà, comme ça, je trouvais que ça allait bien avec l'idée de cette carte avec la reine d'épée. Et pour la lier à quelque chose de par chez vous, ben soit le faucon cresserelle si vous en avez, ou un autre rapace en fait, ça peut aussi aller avec l'énergie de cette carte pour matcher avec cet oiseau. Et enfin la dernière carte de cette suite qui est donc le griffon, le roi d'épines, roi d'épée. Pas grand chose à dire par rapport à la comparaison des cartes, peut-être qu'on a cette idée de trône pour les deux. Et j'ai pas beaucoup de choses à vous lire par rapport à lui. J'ai l'impression que c'est déjà bien connu le griffon. Donc voilà, pour le lier à des choses de chez vous, ben les montagnes, les airs et toutes les histoires de griffons. J'espère que ça vous aura plu aussi cette deuxième partie de la suite des épées. Et on se retrouve bientôt pour la dernière suite, donc les racines. Et voilà, voilà. Bonne journée, soirée, matinée. À plus.